Bonjour à tous. Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit voyage à travers le temps et l'espace. Et on va commencer en 2009, où une personne assez mystérieuse, qui a un alias encore plus mystérieux, Satoshi Nakamoto, a décidé de, en pleine crise financière, créer un système d'échange de valeurs, du cash électronique. Il va créer deux objets. Le premier, c'est le Bitcoin. Le deuxième, c'est la blockchain. 10 ans plus tard, on n'y comprend toujours rien. Les experts ne savent pas trop quoi en penser et les banques s'arrachent les cheveux. Le seul commun accord que tous les experts financiers ont autour du monde, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Je m'appelle David Princet et ça va être ma responsabilité de vous expliquer un peu ce que la blockchain et le Bitcoin sont. Mais tout d'abord, je vais vous montrer un objet du commun, un objet qu'on connaît tous, qu'on a tous manipulé et que moi j'aime beaucoup. Cet objet, c'est un billet de 50 €. Moi, c'est un billet que j'apprécie énormément. Vous le savez pourquoi. C'est un objet que j'aime bien parce que quand je vais à la boulangerie et que je m'achète un croissant avec, j'ai l'impression d'être encore plus riche quand je ressors. J'ai un croissant, plein de billets, des pièces, c'est une corne d'abondance. Le seul problème que j'ai avec cet objet, c'est-à-dire que je pourrais vous le donner si vous voulez, mais il va falloir me prouver une chose. C'est que cet objet-là, ce billet, n'a jamais financé une activité illégale ou criminelle. Que ce soit de la drogue, du terrorisme, de l'esclavage, n'importe lequel de ces éléments, du blanchiment d'argent. Si vous êtes capable de me le prouver, je vous le donne tout de suite. Et je vois que personne ne dit rien. En fait, c'est impossible. On ne peut pas, avec du cash, trouver les points de destination, savoir d'où ça vient, où ça va. On n'a que deux informations. Le premier, c'est le numéro de série qui est dessus. Il est unique. Il n'y en a pas deux qui sont pareils. Et le deuxième, eh bien, en fait, c'est la dernière main que vous avez eue qui vous l'a donnée. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, c'était la banque, en guichet. Alors, pour 50 €, c'est pas très grave. Mais justement, on va commencer à monter un peu les enchères. Et on va prendre ce billet, on va le plier, je vais le mettre dans ma main, et on va retourner un peu l'histoire. On va aller sur quelque chose d'un peu plus complexe. On va prendre un billet qu'on n'a pas trop l'habitude, nous les Français, de voir, même s'il existe dans notre système. Ce billet, c'est 500 €. Et là, vous vous méfiez tous un peu plus. C'est-à-dire que si je vous le donnais, vous me diriez « Oh non, pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de l'avoir, etc. » Pourquoi ? Parce que vous vous méfiez, parce que ce billet, vous savez très bien à quoi il est utilisé. Toute la méfiance que vous avez autour de ce billet, c'est une preuve que du blanchiment d'argent passe dans le système monétaire qu'on utilise aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que la traçabilité, c'est un vrai enjeu. Si on n'est pas capable de savoir combien cet argent vaut ou d'où il est venu, en fait, on est dans un système qui est sale. Et moi, un système idéal, ce serait un système où dès que ce billet est utilisé pour une utilisation illégale, plus personne n'en veut, ça devient inutilisable. On le sort du système, on le brûle, on le déchire, on fait ce qu'on en veut. Essayez pas de le ramasser, c'est un faux billet, donc voilà, pas d'intérêt. Maintenant, on va aller un peu au centre de l'univers du système monétaire, on va aller regarder le sang du système monétaire, et le sang du système monétaire, c'est le dollar. Alors, le dollar, c'est très intéressant, hein, c'est un billet vrai, celui-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre, c'est $1 seulement. Et c'est une monnaie qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà, dans plein d'autres pays, des fois, on n'accepte pas la monnaie locale, on accepte le dollar. Il y a des gens qui préféreront être payés en dollars que dans leur monnaie locale, comme au Venezuela, et on va y revenir. Le dollar, c'est un peu le gendarme de tous les systèmes monétaires. Et jusqu'en 70, 71, 72, il avait un taux fixe par rapport à l'or. Le taux, c'était une once d'or, 35 grammes une once d'or, 35 $, pardon. Excusez-moi. Alors, on va faire une petite approximation. Une once d'or, c'est 30,1 grammes d'or. Donc, on va dire qu'à l'époque, $1, 1 gramme d'or. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez dans toute la salle le prix d'1 gramme d'or à l'heure actuelle ? Non ? Je vais vous le montrer.
pareil, de la même façon. Clac. Aujourd'hui, 1 gramme d'or, c'est plutôt 50 $. Alors, j'ai pris de l'avance. En fait, c'est 38 $ à l'heure actuelle. Mais j'ai pris de l'avance parce qu'en septembre, la Federal Reserve a émis 150 milliards de dollars et l'a fait apparaître de nulle part. Et pourquoi elle a fait ça? Elle a fait ça pour laisser le système tel quel, pour assurer une stabilité du système. Pas pour résoudre des problèmes de faim dans le monde. C'est 260 millions de dollars pour résoudre la faim dans le monde. Si vous avez l'argent, vous me le déposez, on résout le problème. Non, c'est pour apporter de la stabilité. C'est le rôle des banques centrales. Le rôle des banques centrales, c'est d'apporter de la stabilité dans le monde et de nous permettre d'échanger des choses. Mais comment on fait dans un monde stable, enfin dans un monde instable, d'être stable? Parce que le monde bouge, le monde évolue. On est dans une époque aujourd'hui de remise en cause. C'est ça, le principe. Et pourquoi d'ailleurs cet or, maintenant, il vaut 50 $? En fait, c'est très simple. Il y a plein de mécanismes, mais il y en a un qui est prépondérant sur les autres. Et ce mécanisme, c'est l'inflation. L'inflation, c'est très complexe. Ça peut venir de paramètres très différents. Mais on va le résumer en une chose sur le prix de l'or. C'est pas vraiment qu'il y a de moins en moins d'or dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de dollars année après année dans le monde. Et c'est ça le problème. Donc on est dans un système qui est quand même un peu, pas vraiment vers la rupture, mais pas très très loin. Qu'est-ce qui se passe quand l'instabilité l'emporte sur la stabilité? Et là, on va faire pareil, on va changer de pays et on va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Alors, ce billet-là, j'ai eu énormément de mal à le trouver. C'est 100 bolivars du Venezuela. Ouais. Alors, le Venezuela, c'est un pays qui est assez spécial, qui a vécu une hyperinflation grandissante. Et le chiffre est très complexe à retrouver. J'ai essayé de le chercher, j'ai eu 3 infos différentes. Et vous allez voir, c'est encore plus intéressant de voir les sources. Il y a 3 sources. Il y a la première, c'est la Banque centrale, c'est celle qui les imprime. Elle va vous dire qu'en 2018, l'inflation a grandi de 130 000 %. Il y a l'opposition à ce système qui va vous dire non, 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 c'est beaucoup plus. C'est 2 260 000 %. Entre, il y a l'IMF, organe international, bardé d'experts, qui a fait son étude et qui s'est dit, réponse de Normand, c'est entre les deux. C'est 1 million. Comme ça, ils ont de problème avec personne. Ils ont fait un pas vers l'un, un pas vers l'autre. C'est 1 million. Alors maintenant, je vais sortir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le transformer. Alors, moi, 130 000, 1 million, 2 millions, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça veut dire ça. C'est-à-dire que là, quand même, on a des Vénézuéliens qui sont des gens qui ne sont pas très bêtes. Ils ont trouvé une nouvelle utilité à leur billet. Bah ouais. Quand le rouleau de papier toilette, c'est moins de papier que le billet que vous avez dans la main, vous savez très bien à quoi il est utilisé, ce billet. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le trouver. Alors, c'est un deuxième problème qu'on vit avec ce système-là, c'est vraiment l'hyperinflation, et ce genre de système, ça vous en dit beaucoup plus sur le système monétaire dans lequel vous vivez. On a tous un score dans cette salle. Aujourd'hui, le score de madame, c'est le produit de ses biens, ce qu'elle est capable de gagner tous les ans, et son patrimoine. Et c'est avec ça que votre banque vous dit, soit je vous accorde votre crédit, soit je vous l'accorde pas. Et on joue dans un jeu, en fait, où l'émission de ces monnaies-là, ce n'est pas vous qui la contrôlez. Ce n'est pas un système de collectivité, vous vivez dans un système de cartel. Vous vivez dans un système où l'émission de l'euro, vous ne l'avez pas voté. Ce sont une banque centrale, composée de banques, qui le choisit pour vous. Et ça, c'est important. De la même façon, la traçabilité de ces objets-là, nous, en blockchain, on a un livre de compte transparent et ouvert. C'est-à-dire que tout le monde peut vérifier les transactions de tout le monde. On n'a pas forcément l'identité des gens, mais on peut voir ce qui se passe à l'intérieur du système, on peut comparer, on peut regarder, on peut voir. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, on est tous témoins. On va faire une expérience sur le pouvoir du témoin.
Là, je vous ai montré de l'argent qui perd de la valeur. Maintenant, je vais vous montrer que quand on est témoin, on peut faire gagner la valeur. Si je reprenais ce billet d'1 $ que je vous ai fait disparaître, et que ce billet d'1 $, on va le multiplier par 100, voire 1000, voire beaucoup plus. Donc ce billet, vous le voyez tous. Hop, la télé le voit. Je vais lire son numéro de série. C'est K06915-988G. Il n'y en a pas deux qui ont le même numéro de série dans le monde. D'accord ? Ce billet, dans l'année, on va le vendre à une vente aux enchères pour une cause sociale. On regardera quelle association, mais j'en ai déjà qui m'ont contacté et qui sont d'accord. Et ce billet, je peux vous parier qu'on va réussir à multiplier sa valeur par plus de 100, voire 1000. Pourquoi ? Parce qu'on sait d'où il vient et on sait où il va. Et c'est ça la force. Alors, la traçabilité, c'est pas qu'une question d'argent, hein. Je veux dire, on ne va pas mourir d'un faux billet. Par contre, on peut mourir de manger un faux médicament ou de la nourriture qui n'est pas ce qu'elle est censée être. Et c'est ça, les vrais défis qu'on essaye de résoudre dans la blockchain. C'est la traçabilité des éléments, c'est la génération d'objets uniques, digitaux ou pas, et c'est l'anti-contrefaçon. C'est ça nos missions. Le voyage est un peu terminé là, mais je vais le terminer juste par 2 éléments. Le premier, c'est pourquoi je suis dans cet univers qu'est la blockchain. Et c'est très simple. Quand j'étais jeune, j'ai vu mon père qui travaillait chez Airbus et qui rentrait tous les soirs avec les yeux qui crépitaient de passion. Il est à la retraite maintenant et il vit bien sa retraite, mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait que ma vie, ce soit une aventure et de l'amusement. Et si je suis dans la blockchain aujourd'hui, c'est parce que c'est l'aventure. L'aventure est là. On est en train de créer des technologies qui changent la façon dont les systèmes sont en train de marcher et le système monétaire, qui apportent de l'égalité aux individus et une meilleure connaissance de par où ça passe et où ça va. Et c'est vers là qu'on tend. Alors, j'en ai fini avec ma courte présentation. Je suis désolé de ne pas vous avoir pu expliquer tout en détail comment la blockchain fonctionne, quels sont ces moments-là, minute par minute, et ce temps réel dans lequel on vit. Mais en tout cas, si vous n'avez pas compris comment la blockchain fonctionne, vous avez compris comment le système monétaire dans lequel vous vivez, lui, marche. Merci beaucoup.